Des éperviers sur Shem. À la suite des événements relatés dans l'histoire, le groin dans les ténèbres, Conan, déçu par son échec relatif, décide de quitter les pays noirs. Il s'en va vers le nord, traversant les déserts de Stygie, et se dirigeant vers les prairies de Shem. Au cours de ce voyage, sa réputation lui rend de grands services. Il se retrouve bientôt dans les rangs de l'armée du roi Sumuabi d'Akari, l'une des cités-États chémites du Sud. En raison de la trahison d'un certain Otbal, cousin du roi fou de Pélishti, Achirom, les troupes acariennes tombent dans une embuscade et sont anéanties. Tous les soldats sont exterminés, sauf Conan, qui s'en sort indemne, et se lance sur la piste du renégat. Celle-ci le conduit à Asgaloun, la capitale de la Pélishti. La silhouette de haute taille, drapée dans un manteau blanc, se retourna vivement et jura doucement, sa main posée sur la poignée de son cimeterre. Il était dangereux de se trouver la nuit dans les rues d'Asgaloun, la capitale de la Pélishti chémite, car dans les ruelles sombres et tortueuses du quartier malfamé, proche du fleuve, tout pouvait arriver. « Pourquoi me suis-tu, chien ?» La voix était rauque, prononçant les gutturales chémites avec un accent hircanien. Une autre silhouette de haute taille surgit des ombres, enveloppée comme la première dans un manteau de soie blanche, mais elle ne portait pas de casque à pointe. « Tu as bien dit chien ?» L'accent n'était pas hircanien. « Oui, chien. On me suit depuis... » Avant que l'Hyrcanien puisse en dire plus, l'autre se précipita sur lui avec la soudaineté éblouissante d'un tigre se jetant sur sa proie. L'Hyrcanien portant la main à son épée. Il n'eut pas le temps de sortir sa lame de son fourreau. Un poing énorme le frappa à la tempe. Sans la robuste constitution de l'Hyrcanien et la protection du couvre-nuque de métal fixé à son casque, son cou aurait certainement été brisé. De fait, il fut violemment projeté à terre. Tombant sur les pavés malpropres, son épée lui échappa des doigts. Comme l'Hyrcanien secouait la tête et recouvrait ses esprits, il aperçut l'autre dressé au-dessus de lui, son sabre tiré. L'étranger gronda. « Je ne suivais personne, et j'interdis à quiconque de me traiter de chien. Es-tu capable de comprendre cela, chien ?» L'Hyrcanien chercha son épée du regard, et vit que l'autre l'avait écartée du pied, la mettant hors de sa portée. Cherchant à gagner du temps, avant de bondir et de récupérer son arme, il dit « Toutes mes excuses si je me suis trompé à ton propos. Pourtant, quelqu'un me suit depuis la tombée de la nuit. J'ai entendu le bruit de pas furtifs dans ces ruelles obscures. Ensuite tu as surgi brusquement, en un endroit idéal pour commettre un meurtre. Kishtar t'emporte! Pourquoi t'aurais-je suivi? Je me suis égaré et cherché à retrouver mon chemin. Je te vois pour la première fois, et j'espère bien ne jamais... » Un bruit de pas étouffé fit pivoter vivement l'étranger sur ses talons, tandis qu'il bondissait en arrière, de manière à avoir devant lui l'Hyrcanien autant que les nouveaux venus. 4 silhouettes immenses et menaçantes étaient tapies dans l'ombre. La faible clarté stellaire se reflétait sur leurs lames incurvées. Il y eut aussi la lueur de dents blanches et d'yeux farouches, au sein de peau foncée. Un instant, il régna un silence tendu. Puis, l'une des silhouettes grommela avec l'accent fluide des royaumes noirs. « Lequel est le chien que nous cherchons? Tous les deux sont habillés de la même façon, et la pénombre les rend jumeaux. »« Tuons-les tous les deux, » répliqua un autre, qui dépassait d'une demi-tête son compagnon, pourtant déjà grand. « Ainsi nous ne commettrons pas d'erreur, et ne laisserons aucun témoin derrière nous. » Sur ces paroles, les 4 noirs approchèrent dans un silence de mort. L'étranger fit 2 longues enjambées, jusqu'à l'endroit où gisait l'épée de l'Hyrcanien. « Attrape !» grogna-t-il, avant de pousser du pied l'arme vers l'Hyrcanien, qui la saisit vivement. Puis il s'élança avec un juron rauque vers les noirs qui s'avançaient. Le gigantesque Kushite et un autre se dirigèrent vers l'étranger, tandis que les 2 autres accouraient vers l'Hyrcanien. L'étranger, avec cette même rapidité féline qu'il avait montrée quelques instants plus tôt,
bondit sans attendre l'attaque. Une feinte habile, un cliquetis métallique, et un coup de taille, pareil à un éclair, trancha de ses épaules la tête du plus petit des Noirs. Comme l'étranger frappait, le géant fit de même. D'un long coup de revers qui aurait dû couper en deux son adversaire à hauteur de la taille. En dépit de son corps massif, l'étranger se déplaça encore plus vite que la lame, comme celle-ci sifflait en fendant l'air nocturne. Il se laissa tomber vers le sol, se ramassant sur lui-même, de telle sorte que le cimeterre passa au-dessus de lui. Restant dans cette position, face à son adversaire, il porta une botte, visant les jambes du Noir. La lame traversa les muscles et l'os. Comme le Noir chancelait sur sa jambe blessée, et levait son épée pour porter un autre coup, l'étranger se redressa d'un bond, et, se glissant sous le bras levé, plongea sa lame jusqu'à la garde dans la poitrine du Noir. Le sang jaillit et éclaboussa son poignet. Le cimeterre retomba mollement, traversa la kafia de soie et heurta le casque d'acier en dessous. Le géant s'effondra à terre, agonisant. L'étranger dégagea vivement sa lame et pivota sur ses talons. L'Hyrcanien avait soutenu calmement l'assaut des deux Noirs, battant lentement en retraite pour les garder devant lui. Soudain, il porta un coup de taille vers l'un d'eux, traversant sa poitrine et son épaule. L'homme blessé lâcha son épaule et tomba à genoux, en poussant une plainte. Comme il s'affaissait, il attrapa les genoux de son adversaire, et s'y cramponna, se collant à lui comme une sangsue. L'Hyrcanien donna des coups de pied, et chercha à se dégager, en vain. Les bras basanés, aux muscles d'acier, le maintenaient solidement, tandis que l'autre Noir redoublait de fureur dans ses attaques. Alors que le guerrier Kushite prenait une grande inspiration avant de porter un coup que l'Hyrcanien, gêné, n'aurait pu éviter, il entendit des pas précipités derrière lui. Avant qu'il ait le temps de se retourner, le sabre de l'étranger le transperçait avec une violence telle que la lame ressortit de sa poitrine, d'une demi-longueur, tandis que la garde le heurtait brutalement entre les omoplates. La vie le quitta, tandis qu'il poussait un cri stupéfait. L'Hyrcanien défonça le crâne de son autre adversaire avec la poignée de son arme, et réussit enfin à se débarrasser du cadavre agrippé à lui. Il se retourna vers l'étranger. Celui-ci était en train d'extraire son sabre du corps, qu'il avait transpercé de part en part. « Pourquoi es-tu venu à mon aide, après avoir failli m'arracher la tête des épaules ?» demanda-t-il. L'autre haussa les épaules. « Nous étions deux hommes attaqués par des coquins. Le destin a fait de nous des alliés. À présent, si tu le désires, nous pouvons reprendre notre querelle. Tu affirmais que je t'espionnais. »« J'ai vu mon erreur et implore ton pardon, » répondit aussitôt l'Hyrcanien. « Je sais à présent qui s'attachait à mes pas, se glissant dans l'ombre. » Il essuya et rengaina son cimeterre, puis se pencha sur chaque cadavre tour à tour. Lorsqu'il en vint au corps du géant, il s'immobilisa et murmura. « Tout beau! Kéluka le spadassin! De haut rang est l'archer dont le trait est orné de perles. » Au prix d'un effort, il arracha du doigt noir et flasque une lourde bague décorée, la glissant dans son ceinturon et empoigna le mort par ses vêtements. « Aide-moi, veux-tu? Nous devons nous débarrasser de ces charognes, frère, pour éviter des questions gênantes. » L'étranger prit dans chaque main un pourpoint maculé de sang et tira les corps, à la suite de l'Hyrcanien. Celui-ci se dirigea au bas d'une allée sombre et chargée de remugles, où était visible la margelle brisée d'un puits en ruine, oublié depuis longtemps. Les cadavres plongèrent vers l'abîme et heurtèrent le fond, loin en bas, dans un bruit morose. Avec un léger rire, l'Hyrcanien se retourna. « Grâce aux dieux, nous ne sommes pas ennemis, » déclara-t-il, « et je suis ton débiteur. »« Tu ne me dois rien, » répondit l'autre, d'une voix sombre. « Les mots ne sauraient aplanir une montagne. Je suis Farouz, archer de la cavalerie hyrcanienne de Mazdak. Allons dans un endroit plus décent, où nous pourrons parler, confortablement installés. Je ne te garde pas rancune pour le coup de poing que tu m'as asséné, bien que, par Tarim, ma tête en résonne encore. » L'étranger rengaina son sabre à contre-cœur, et suivit l'Hyrcanien. Leur chemin les emmena à travers la pénombre de ruelles sordides et le long de rues étroites et sinueuses. Asgaloun offrait un contraste étonnant de splendeur et de décadence,
Des palais fastueux se dressaient au milieu des ruines noircies de bâtiments appartenant à des ères oubliées. Un essaim de faubourgs misérables se pressait autour des murs de la cité intérieure, interdite, où demeurait le roi Achirom et ses nobles. Les deux hommes arrivèrent dans un quartier moins ancien et plus respectable, où les fenêtres treillissées des balcons en surplomb se touchaient presque, s'inclinant de chaque côté de la rue. « Toutes les échoppes sont fermées, » grommela l'étranger. « Il y a quelques jours à peine, la ville était éclairée comme en plein jour, du crépuscule jusqu'au lever du soleil. L'une des lubies d'Achirom. À présent, il y en a une nouvelle. Aucune lumière ne doit brûler dans Asgaloun la nuit. Quelle sera son humeur demain? Théor seul le sait. » Ils firent halte devant une porte bardée de fer, encastrée dans un mur voûté aux pierres massives. L'Hyrcanien frappa prudemment. De l'autre côté, une voix posa une question. Il lui fut répondu par un mot de passe. La porte s'ouvrit et l'Hyrcanien s'avança vers les ombres épaisses, entraînant son compagnon à sa suite. La porte se referma après eux. Un lourd rideau de cuir fut écarté, révélant un couloir éclairé par une lampe et un vieux chémite au visage balafré. « Un ancien soldat, un vétéran devenu cabaretier, » annonça l'Hyrcanien. « Conduis-nous à une salle où nous pourrons parler sans être dérangés, Canon. »« La plupart des pièces sont désertes, » grommela Canon, en boitant devant eux. « Je suis un homme ruiné. Les gens ont peur de toucher un gobelet depuis que le roi interdit de boire du vin. Que Ptéor le frappe de la goutte !» L'étranger lança des regards curieux vers les grandes salles qu'il longeait, de part et d'autre du couloir, où des hommes étaient attablés, mangeant et buvant. La plupart des habitués de Canon avaient le type pélichtien. Des hommes petits et trapus, au teint basané, au nez aquilin et à la barbe frisée bleu-noir. De temps à autre, on apercevait des hommes au corps plus élancé et aux traits plus fins, les nomades vivant dans les déserts orientaux de Chem, ou encore des Hyrcaniens et des Cushites de race noire, appartenant à l'armée mercenaire de Pélishti. Canon introduisit les deux hommes dans une petite salle où il prépara des nattes à leur intention. Il plaça devant eux un grand plateau de fruits et de noix, versa du vin d'une autre renflée et s'éloigna en clopinant et en bougonnant. « Le royaume de Pélishti vit des jours bien sombres, frère, » déclara d'une voix lente l'Hyrcanien, tout en buvant à longs traits le vin de Kyros. C'était un homme de grande taille, mince mais puissamment bâti. Des yeux noirs et vifs, légèrement bridés, dansaient constamment au milieu d'un visage dont la peau était légèrement jaunâtre. Son nez aquilin était recourbé, au-dessus d'une fine moustache noire, en croc. Son manteau uni était d'une étoffe coûteuse. Son casque à pointe était ciselé d'argent, et des gemmes brillaient sur la poignée de son cimeterre. Il regardait un homme presque aussi grand que lui, mais qui contrastait avec lui sur plus d'un point. L'autre avait des membres plus épais et un torse plus puissant, la constitution robuste d'un montagnard. Sous la caffia blanche, son visage large et bruni, juvénile mais déjà marqué par des cicatrices témoignant de nombreuses rixes et batailles, était rasé de près. La couleur naturelle de sa peau était plus claire que celle de l'Hyrcanien, le teint basané de ses traits n'étant pas le fait de sa race, mais celui du soleil. Au fond de ses yeux bleus et froids, couvaient des feux violents, prêts à s'embraser. Il but son vin et fit claquer ses lèvres. Farouz eut un rictus et remplit son gobelet. « Tu sais te battre, frère. Si les Hyrcaniens de Mazdak n'étaient pas aussi incroyablement jaloux des étrangers, tu ferais une bonne recrue. » L'autre émit un simple grognement. « Qui es-tu à propos ?» insista Farouz. « Je t'ai dit qui j'étais. »« Je suis Ishbak, un Zuagir des déserts orientaux. » L'Hyrcanien rejeta sa tête en arrière et éclata d'un rire tonitruant, ce qui amena un froncement de sourcils chez l'autre, qui demanda « Qu'y a-t-il de si drôle? Tu t'attends à ce que je croie ça? Me traiterais-tu de menteur ?» grogna l'étranger. Farouz grimaça. « Aucun Zuagir n'a jamais parlé le Pélishti avec l'accent qui est le tien, car la langue Zuagir n'est qu'un dialecte chémite. En outre, tandis que nous croisions le faire avec les Cushites, tu as invoqué des dieux étranges, Chrome et Mananan.
J'ai déjà entendu prononcer leur nom par des barbares venus du nord lointain. Ne crains rien. J'ai une dette envers toi, et je sais garder un secret. » L'étranger s'était à demi dressé, la main posée sur la poignée de son épée. Farouz but simplement une gorgée de vin. Après un instant de tension, l'étranger s'assit de nouveau. Avec un air de défaite, il reconnut. « Entendu. Je suis Conan, le Cimérien. Je faisais partie de l'armée acarienne du roi Sumuabi. » L'Hyrcanien eut un rictus et se bourra la bouche de grappes de raisin. Entre deux bouchées, il dit « Tu ne ferais pas un bon espion, ami Conan. Tu es trop vif et sincère dans ta colère. Quelle affaire t'amène à Asgaloun? Une simple vengeance. Qui est ton ennemi? Un Anaki, nommé Hotbal. Que les chiens rongent ses os. » Farouz émit un sifflement. « Par Ptéor, ta cible n'est pas des moindres. Sais-tu que cet homme est le général en chef des troupes anakiennes du roi Achirom? Crom! Cela importe aussi peu que s'il était chargé de ramasser des ordures. » « Que t'a donc fait Hotbal? » Conan répondit. « Le peuple d'Anaki s'est révolté contre son roi, lequel est encore plus fou qu'Achirom. Ils ont demandé à l'Akari de les aider. Sumuabi escomptait qu'il réussirait et choisirait un roi plus coopératif que celui en place. Aussi demanda-t-il des volontaires. Nous fûmes 500 à nous mettre en route, afin d'aider les Anakim. Mais ce maudit Hotbal jouait un double jeu. Il poussait la révolte, encourageant ainsi les ennemis du roi à se découvrir. Ensuite il a trahi les rebelles, les jetant dans les bras de son roi, qui ordonnait un massacre général. Hotbal était également au courant de notre venue. Aussi il nous a tendu un piège. Ignorant les derniers événements, nous sommes tombés dans le traquenard. J'ai été le seul à réchapper de cette boucherie, en faisant semblant d'être mort. Tous les hommes sont tombés sur le champ de bataille, ou furent mis à mort, après les tortures les plus horribles que le bourreau sabbatéen du roi ait pu trouver. Les yeux bleus et froids s'étrécirent. J'ai combattu bien des hommes avant ceux-ci, et n'ai plus pensé à eux une fois la bataille terminée. Néanmoins, dans ce cas, j'ai juré de faire payer à Hotbal ce qu'il a infligé à certains de mes amis, morts dans des souffrances indicibles. À mon retour en Akari, j'ai appris qu'Hotbal avait fui l'Anaki, par peur du peuple, et qu'il s'était réfugié ici. Comment est-il devenu général aussi vite? C'est un cousin du roi Achirom, lui apprit Farouz. Achirom, bien que Pélishti, est aussi un cousin du roi d'Anaki, et a été élevé parmi les nobles de cette cour. Tous les rois de ces petites cités tachémites sont plus ou moins parents, ce qui fait de leur guerre des querelles de famille, encore plus cruelles. Es-tu à Asgaloun depuis longtemps? Non, quelques jours à peine. Suffisamment pour savoir que le roi est fou. Plus de 20, en vérité. Conan cracha. Il y a plus important à savoir. Achirom est fou, c'est vrai. Et le peuple murmure sous sa botte. Il se maintient au pouvoir grâce aux 3 régiments de mercenaires qui l'ont aidé à renverser et à tuer son frère, le précédent roi. En premier, il y a les Anakim, recrutés par lui alors qu'il vivait en exil à la cour d'Anaki. En second, les Noirs de Couche, qui sous le commandement de leur général, Imbalayo, acquièrent chaque jour un peu plus d'importance. Et troisièmement, les cavaliers hircaniens comme moi-même. Leur général est Mazdak. Entre lui, Imbalayo et Hotbal, il y a assez de jalousie et de haine farouche pour commencer une 12aine de guerres. Tu en as eu un aperçu ce soir, avec cette petite rixe. Hotbal est arrivé ici l'année dernière. C'était alors un aventurier sans le sou. Il s'est élevé rapidement, en partie du fait de sa parenté avec Achirom, et en partie grâce aux intrigues d'une femme, une esclave ophirienne du nom de Rufia. Il l'a gagnée au jeu. Elle appartenait à Mazdak. Lorsque l'Hyrcanien a voulu la reprendre, une fois dégrisée, Hotbal a refusé catégoriquement. Une autre raison motive leur haine féroce. Il y a également une femme derrière Achirom, Zériti, la Stygienne, une magicienne. Certains disent qu'elle l'a rendu fou en lui administrant des potions concoctées par elle, afin de l'avoir entièrement sous sa dépendance. Si c'est vrai, alors elle a fait échouer ses propres plans, car à présent personne ne peut plus contrôler le roi. Conan reposa son gobelet, et regarda Farouz dans les yeux. Bon, et maintenant,
Comptes-tu me dénoncer ou bien disais-tu la vérité en affirmant que tu ne le ferais pas? Tournant et retournant entre ses doigts la bague qu'il avait prise à Keluka, Farouz réfléchit. Ton secret est en sûreté avec moi. Entre autres raisons, j'ai également une lourde dette envers Rodbal. Si tu réussissais dans ta quête, avant que je trouve le moyen de m'acquitter de la mienne, je supporterais cette perte avec une très grande sérénité. Conan se pencha en avant, serrant de ses doigts d'acier l'épaule de l'Hyrcanien. Dis-tu la vérité? Que les dieux ventrus des Chémites me fassent bouillir dans leur marmite si je mens. Alors laisse-moi t'aider dans ta vengeance. Toi, un étranger, qui ignore tout des façons secrètes d'Asgaloun? Bien sûr, c'est encore mieux. N'ayant aucune attache ici, on ne se méfiera pas de moi. Allons, réfléchissons à un plan. Où est ce port et comment pouvons-nous arriver jusqu'à lui? Farouz n'était pas un être timoré. Pourtant, il eut un mouvement de recul devant la force brutale et primitive qui flamboyait dans les yeux du Cimmérien et s'exprimait dans ses manières. Mais j'y pense, dit-il. Il y a bien un moyen, pourvu que l'on soit vif et audacieux. Plus tard, deux silhouettes encapuchonnées faisaient halte près d'un bosquet de palmiers, au milieu des ruines d'Asgaloun, plongées dans la nuit. Devant eux s'étendaient les eaux d'un canal. Au-delà, sur la rive opposée, s'élevait le grand mur fortifié de briques séchées au soleil qui entourait la cité intérieure. Celle-ci était en réalité une gigantesque forteresse, abritant le roi, ses nobles dignes de confiance, et les troupes mercenaires, interdites aux gens de basse condition n'ayant pas de laissez-passer. « Nous pourrions escalader ce mur, » murmura Conan. « Cela ne nous rapprocherait guère de notre ennemi, » rétorqua Farouz, tâtonnant dans les ténèbres. « Ah, voilà !» Conan vit l'Hyrcanien se pencher vers un monceau informe de dalles de marbre brisées. « Un ancien hôtel en ruine, » grogna Farouz. « Mais... Ah !» Il souleva une large dalle, révélant des marches qui s'enfonçaient vers les ténèbres. Conan fronça les sourcils avec méfiance. Farouz expliqua. « Ce tunnel permet de passer sous le mur. Il remonte ensuite et conduit directement à la maison d'Otbal, qui se trouve juste au-delà. »« Sous le canal ?»« Oui. Autrefois, la demeure d'Otbal était le lieu de plaisir du roi Uriaz. Celui-ci dormait sur un coussin de plumes soyeuses, flottant sur un bassin de vif argent, gardé par des lions domptés. Pourtant, malgré toutes ses précautions, il est tombé sous la dague d'un assassin. Il avait fait percer des issues secrètes dans toutes les parties de ses palais. Avant qu'Otbal occupe cette maison, elle appartenait à son rival, Mazdak. L'Anaki ignore tout de ses secrets. Viens !» Épée tirée, ils descendirent à tâtons une courte volée de marche en pierre, puis s'avancèrent le long du tunnel au sol uni, dans l'obscurité. Les doigts de Conan, cherchant dans les ténèbres, lui apprirent que les parois, le sol et la voûte étaient composés d'énormes blocs de pierre. Comme il suivait le souterrain, les pierres devinrent glissantes et l'air moite. Des gouttes d'eau tombèrent sur la nuque de Conan, le faisant frissonner et jurer. Il passait sous le canal. Peu après, cette humidité disparaissait. Farouz siffla un avertissement, et ils montèrent une nouvelle volée de marche. En haut de l'escalier, l'Hyrcanien tâtonna dans le noir et trouva le loquet. Un panneau glissa sur le côté, et une lumière douce filtra de l'intérieur. Farouz se glissa par l'ouverture, et, après que Conan l'eut suivi, le referma derrière eux. La porte secrète redevint l'un des lambris finement marquetés, qui recouvraient la cloison, ne différant pas des autres panneaux. Il se trouvait dans un couloir voûté. Farouz enroula sa kaffia autour de sa tête pour dissimuler son visage, et fit signe à Conan de procéder de même. Puis il s'avança dans le couloir, sans l'ombre d'une hésitation. Le Cimmérien le suivit, épée à la main, jetant des regards à droite et à gauche. Ils franchirent un rideau de velours noir et se retrouvèrent dans un vestibule, devant une porte d'ébène aux incrustations d'or. Un noir robuste, nu à l'exception d'un pagne en soie, se réveilla brusquement, se dressa d'un bond et brandit un grand cimeterre. Pourtant, il ne cria pas. Le vide caverneux de sa bouche apprit à Conan qu'il était muet.
En silence! L'avertit sèchement Farouz, évitant l'attaque du muet. Comme le noir trébuchait, emporté par son élan, Conan lui fit un croc en jambe. L'homme bascula et tomba à la renverse. Farouz lui passa son épée à travers le corps. Tout s'est passé rapidement et silencieusement. Parfait! Siffla Farouz avec un rictus. À présent, notre véritable proie! Prudemment, il essaya d'ouvrir la porte, tandis que le gigantesque cimérien était tapis contre son épaule, ses yeux brûlants comme ceux d'un tigre à l'affût. La porte s'ouvrit vers l'intérieur. Ils s'élancèrent dans la chambre. Farouz referma la porte après eux et s'adossa à celle-ci. Il éclata de rire à la vue de l'homme qui se redressait d'un bond sur sa couche, avec un juron effrayé. À côté de lui, une femme, allongée sur des coussins, poussa un hurlement. Farouz lança à Conan. « Nous avons forcé le daim jusqu'à son gîte, frère !» Durant une fraction de seconde, Conan embrassa la scène du regard. Hotbal était un homme grand et corpulent, aux épais cheveux noirs réunis en un chignon sur sa nuque, et à la barbe noire, huilée, frisée et soigneusement peignée. Malgré l'heure tardive, il était entièrement habillé, portant une courte jupe de soie et un gilet de velours, sous lequel brillaient l'émail d'acier d'une cuirasse. Il plongea vers une épée rangée dans son fourreau, qui gisait sur le sol près du divan. Quant à la femme, sans être d'une beauté sculpturale, elle valait néanmoins le coup d'œil. Des cheveux roux, un visage large, marqué de taches de rousseur, et des yeux bruns pétillants d'intelligence. Elle était plutôt bien bâtie, avec des épaules plus larges que la moyenne, des seins fermes et haut placés, et des hanches pleines. Elle donnait l'impression d'une grande force physique. « À l'aide !» hurla Hotbal, en se levant pour parer l'assaut impétueux du Cimérien. « Je suis attaqué !» Farouz s'élança à travers la pièce spacieuse, sur les talons de Conan, puis il fit un bond en arrière, retournant vers la porte par où ils étaient entrés. Conan fut vaguement conscient d'un remue-ménage dans le couloir, et entendit le choc sourd d'un objet massif poussé contre la porte. Puis sa lame croisa celle de l'Anaki. Les épées s'entrechoquèrent au-dessus de leur tête, dans une pluie d'étincelles, lançant des éclairs et des flamèches à la lueur de la lampe. Les deux hommes attaquèrent, frappant avec fureur, chacun trop désireux de prendre la vie de l'autre pour se livrer à une escrime brillante. Chaque coup était porté avec une force redoutable et une volonté meurtrière. Ils se battaient en silence. Comme ils se déplaçaient et tournaient en croisant le fer, Conan vit, par-dessus l'épaule d'Hotbal, que Farouz s'était adossé à la porte. De l'autre côté retentissaient des coups violents, de plus en plus forts, qui avaient déjà arraché le verrou. La femme avait disparu. « Pourras-tu t'en sortir seul ?» demanda Farouz. « Si cette porte cède, ces esclaves vont se déverser dans cette pièce et nous submerger. »« Jusqu'ici tout va bien !» grogna Conan, parant un coup de taille mortelle. « Fais vite alors! Je ne pourrai pas les contenir encore longtemps !» Conan attaqua avec une férocité nouvelle. À présent, c'était au tour de l'Anaki de consacrer toute son attention à parer les assauts du Cimérien. Celui-ci frappait sur sa lame, comme un forgeron cogne sur son enclume. L'énergie primitive et la fureur barbare de Conan se déchaînaient. Hotbal pâlit sous sa peau basanée. Son souffle devint court et rauque, tandis qu'il cédait du terrain. Le sang ruisselait de blessures aux bras, aux cuisses et au cou. Conan saignait également, mais cela n'avait aucun effet sur la violence impétueuse de son attaque. Hotbal se trouvait à proximité du mur tendu d'une tapisserie, lorsqu'il fit brusquement un bond de côté, comme Conan portait une botte. Déséquilibré et emporté par son élan, le Cimérien bascula en avant, et la pointe de son épée heurta la pierre sous la tapisserie. Au même instant, Hotbal frappait de toutes ses forces déclinantes, visant la tête de son adversaire. L'épée de Conan, en bon acier stygien, au lieu de se briser comme l'aurait fait une lame de qualité inférieure, se courba puis se redressa aussitôt. Le cimeterre s'abattit, traversant le casque de Conan jusqu'au cuir chevelu en dessous. Avant qu'Hotbal puisse recouvrer son équilibre, la lourde lame de Conan s'élança vers le haut, transperçant l'émail d'acier, traversant l'os de la hanche et grattant la colonne vertébrale. L'Anaki chancela et tomba avec un cri étranglé. Ses entrailles se déversaient sur le sol.
Ses doigts griffèrent convulsivement le duvet de l'épais tapis, puis devinrent inertes. Conan, aveuglé par le sang et la sueur, continuait de plonger sa lame dans la forme affaissée à ses pieds, en une frénésie silencieuse, trop ivre de fureur pour se rendre compte que son adversaire était mort. Farouz lui cria « Arrête, Conan! Ils ont cessé leur attaque pour aller chercher un bélier plus lourd. Nous devons profiter de ce répit. »« Comment ?» demanda Conan, essuyant machinalement le sang de ses yeux. Il était toujours étourdi, à la suite du coup qui avait fendu en deux son casque. Il arracha son casque bosselé et ruisselant de sang, et il le lança dans un coin, découvrant ainsi ses cheveux noirs et épais. Un torrent écarlate coula sur son visage, l'aveuglant à nouveau. Il se baissa et déchira une bande de tissu dans la jupe d'Otbal pour la nouer autour de sa tête. « Cette porte !» cria Farouz, en tendant le doigt. « Rufia s'est enfuie par là, la chienne. Si tu es prêt, partons, et vite !» Conan aperçut une petite porte dérobée sur l'un des côtés du divan. Normalement, elle était dissimulée par les tentures. Rufia les avait dérangés dans sa fuite, ne refermant pas la porte après elle. L'Hyrcanien sortit de sa ceinture la bague qu'il avait ôtée du doigt du spadassin noir, Keluka. Il traversa rapidement la pièce, laissa tomber l'anneau près du corps d'Otbal et continua de courir vers la porte dérobée. Conan le suivit. Il dut baisser la tête et se mettre de côté pour franchir l'ouverture étroite. Ils débouchèrent dans un autre couloir. Farouz précédait Conan, l'emmenant par un chemin détourné, tournant et signant à travers un véritable labyrinthe de passages. Très vite, Conan fut totalement désorienté. C'est ainsi qu'ils évitèrent les serviteurs d'Otbal, accourus et massés dans le couloir, devant la porte principale, donnant sur la chambre où ils avaient tué le général Otbal. À un moment, comme ils passaient rapidement devant une pièce, des cris de femmes en sortirent. Farouz ne s'arrêta pas. Bientôt ils arrivaient devant le panneau secret, se glissaient par l'ouverture et tâtonnaient dans les ténèbres. Émergeant du tunnel, ils se retrouvèrent de nouveau au sein du bosquet silencieux. Conan s'arrêta pour reprendre son souffle et arranger son pansement. Farouz demanda « Et ta blessure, frère ?»« À peine une égratignure. »« Pourquoi avoir laissé cette bague près du corps ?»« Pour tromper ceux qui voudront le venger. Tarim, prendre tous ces risques, et cette catin qui a pris la fuite ?» Conan eut un rictus dans l'obscurité. De toute évidence, Farouz n'avait rien d'un libérateur aux yeux de Rufia. La vision rapide qu'il en avait eue, une seconde avant de croiser le fer avec Otbal, s'était gravée dans son esprit. Une telle femme, songea-t-il, lui conviendrait à merveille. Au sein de la cité intérieure, protégée par son mur épais, un formidable événement était en train de se passer. Sous l'ombre des balcons, se glissait furtivement une silhouette voilée et encapuchonnée. Pour la première fois depuis 3 ans, une femme s'avançait dans les rues d'Asgaloun. Sachant le danger qu'elle courait, elle tremblait de peur, et ce n'était pas uniquement à cause des ombres menaçantes tapies dans le renfoncement des portes. Les pavés faisaient souffrir ses pieds, car ses mules de velours étaient en lambeaux. Depuis 3 ans, les savetiers d'Asgaloun avaient reçu l'interdiction formelle de confectionner des chaussures de ville pour femmes. Le roi Achirom avait décrété que les femmes pélishtiennes, telles des reptiles, devaient être enfermées dans des cages. Rufia, l'Ophirienne aux cheveux roux, la favorite d'Otbal, avait détenu plus de pouvoir qu'aucune autre femme de Pélishti, à l'exception de Zériti, la maîtresse magicienne du roi. À présent, tandis qu'elle s'avançait à la dérobée au cœur de la nuit, elle n'était plus qu'une proscrite, et cette pensée la brûlait comme un tison chauffé à blanc. Tous ses efforts avaient été réduits à néant en une seconde, par l'épée de l'un des ennemis d'Otbal. Rufia appartenait à cette race de femmes habituées à faire chanceler des trônes par leur beauté et leur esprit. Elle se souvenait à peine de son Ophir natal, ayant été enlevée très jeune par des négriers de Kos. Le personnage influent d'Argos qui l'avait acheté et élevé pour en faire sa servante était tombé au cours d'une bataille contre les Chémis. Rufia, adolescente gracile de 14 ans, avait eu pour nouveau maître un prince de Stygie, un jeune homme efféminé et atteint de langueur, dont on avait rapidement tiré les fils au bout de ses doigts délicats. Quelques années plus tard,
il y avait eu ce raid d'une bande de flibustiers allant à l'aventure, venus des contrées presque mythiques qui s'étendent au-delà de la mer intérieure de Vilayet. Ils avaient surgi dans l'île des Plaisirs du Prince, située en amont du Styx, massacrant, incendiant et pillant. Au milieu des murs qui s'écroulaient, et parmi les cris d'agonie, un gigantesque chef hircanien avait emmené dans ses bras une jeune fille à la chevelure rousse, qui se débattait et hurlait. Comme elle faisait partie de ces femmes habiles à gouverner le cœur des hommes, Rufia n'était pas morte, et n'était pas devenue un jouet soumis aux caprices de son maître. Lorsque Mazdak avait mis son groupe au service d'Achirom d'Anaki, cela faisait partie du plan conçu par le roi, afin d'arracher la Pélishti à son frère Aboré. Et Rufia avait suivi. Elle n'aimait guère Mazdak. L'aventurier, aux manières sarcastiques, faisait montre d'une habileté glacée dans ses relations avec les femmes, entretenant un vaste harem et ne laissant personne le commander ou le persuader de faire quoi que ce soit. Ne pouvant supporter d'avoir des rivales, Rufia avait été ravi lorsque Mazdak l'avait perdu au jeu et Kotbal était devenu son nouveau maître. L'Anaki était davantage à son goût. Malgré un penchant certain pour la cruauté et la traîtrise, l'homme était fort, résolu et intelligent. Et surtout, il était facile de le manœuvrer. Il suffisait de stimuler ses ambitions. Rufia fut ce stimulant. Elle avait entrepris de lui faire gravir les échelons brillants du pouvoir, et il venait d'être tué par 2 assassins masqués surgis de nulle part. Plongée dans ses réflexions amères, elle releva la tête avec un sursaut. Une silhouette de grande taille, enveloppée dans un manteau, venait de surgir de l'ombre d'un balcon suspendu et lui barrait la route. Seuls ses yeux brûlaient, fixés sur elle, presque lumineux dans la clarté stellaire. Elle eut un mouvement de recul, avec un cri étouffé. « Une femme dans les rues d'Asgaloun » La voix était caverneuse et spectrale. « N'est-ce pas contraire aux ordres du roi ?»« C'est par force que je me trouve dans la rue à cette heure, seigneur, » répondit-elle. « Mon maître a été tué, et j'ai fui ses assassins. » L'étranger inclina sa tête dissimulée par un capuchon, et resta aussi immobile qu'une statue. Rufia l'observa avec nervosité. Il émanait de cet homme quelque chose de sinistre et de mauvais augure. Il ressemblait moins à un homme méditant sur le récit d'une esclave rencontrée par hasard qu'à un sombre prophète devant décider du sort d'un peuple de pécheurs. Il redressa finalement la tête. « Viens, dit-il, je vais te trouver un toit. » Sans prendre la peine de regarder si elle lui obéissait, il s'éloigna à grands pas, remontant la rue. Rufia courut après lui. Elle ne pouvait errer dans les rues toute la nuit. Le premier officier du roi venu lui trancherait la tête pour avoir violé l'édit d'Achirom. Cet inconnu la conduisait peut-être vers un esclavage encore plus abject, mais elle n'avait pas le choix. Plusieurs fois, elle tenta de lui parler. Son silence farouche l'obligea à se taire à son tour. Ses manières distantes et anormales l'effrayaient. À un moment, elle sursauta en voyant des formes se glisser furtivement à leur suite. « Des hommes nous suivent !» exclama-t-elle. « Ne fais pas attention à eux !» répondit l'homme de sa voix étrange. Plus un mot ne fut prononcé jusqu'à ce qu'ils arrivent devant une petite porte voûtée, encastrée dans un mur imposant. L'étranger fit halte et appela d'une voix forte. On lui répondit de l'intérieur. La porte s'ouvrit, révélant un noir qui tenait une torche. À sa lueur, la grande taille de l'inconnu vêtu de robe semblait exagérée, inhumaine. « Mais c'est l'une des portes du Grand Palais !» balbutia Rufia. Pour toute réponse, l'homme repoussa en arrière son capuchon, révélant l'ovale pâle et allongé d'un visage où brûlaient des yeux étrangement lumineux. Rufia poussa un cri et tomba à genoux. « Roi Achirom !»« Oui, roi Achirom, créature pécheresse et sans foi !» La voix caverneuse sortait en roulant avec les accents sonores d'une cloche. « Femme vaine et stupide, qui a ignoré le commandement du grand roi, le roi des rois, le roi du monde, le monde des dieux, qui est sorti dans la rue couverte de péché et qui a fait fi des injonctions de son bon roi. Saisissez-vous d'elle !» Les ombres qui les suivaient accoururent, devenant une escouade de noirs, muets. Comme leurs doigts se refermaient sur son corps, Rufia s'évanouit.
L'Ophirienne reprit connaissance dans une chambre sans fenêtre, dont les portes voûtées étaient fermées par des verrous en or. Elle jeta un regard éperdu autour d'elle, cherchant son ravisseur, et se blottit craintivement en l'apercevant dressé au-dessus d'elle. Il passait sa main dans sa barbe en pointe grisonnante, tandis que ses yeux terribles la fixaient et brûlaient son âme. « Lion de Shem !» s'exclama-t-elle, en se mettant à genoux. « Grâce !» Comme elle parlait, elle comprit la futilité de sa requête. Elle était prosternée devant l'homme dont le nom était une malédiction dans la bouche des Pélishtim, celui qui, se réclamant d'une inspiration divine, avait ordonné que tous les chiens soient mis à mort, tous les plants de vigne arrachés, tous les raisins et le miel jetés dans la rivière, qui avait interdit le vin, la bière et tous les jeux de hasard, qui était persuadé que, désobéir à ses ordres, même les plus insignifiants, était le plus noir de tous les péchés. La nuit, il errait dans les rues, travesti, pour s'assurer que ses ordres étaient bien suivis. Rufia frissonna, tandis que ses yeux au regard fixe étaient posés sur elle. « Blasphématrice !» chuchota-t-il. « Fille du mal !»« Ô Ptéor !» s'écria-t-il en levant les bras. « Quel châtiment me conseilles-tu pour ce démon ? Quelle souffrance suffisamment horrible, quelle dégradation suffisamment abjecte pour que justice soit rendue ? Ô Dieu, accordez-moi la sagesse !» Rufia se redressa soudain et désigna du doigt le visage d'Achirom. « Pourquoi invoquer les dieux ?» s'écria-t-elle d'une voix stridente. « Appelle Achirom ! Tu es un dieu !» Il se pencha, chancela, et poussa un cri inarticulé. Puis il se redressa et la regarda fixement. Le visage de Rufia était livide, ses yeux écarquillés. À sa faculté naturelle de feindre une émotion s'ajoutait la terreur engendrée par sa situation présente. « Que vois-tu, femme ?» demanda-t-il. « Un dieu s'est révélé à moi, dans ton visage, aussi étincelant que le soleil. Oh, je brûle, je meurs, consumé par le feu de ta gloire !» Elle cacha son visage dans ses mains et resta prostrée, parcourue de frissons. Achirom passa une main tremblante sur son front et son crâne chauve. « Oui, » chuchota-t-il, « je suis un dieu. Je l'avais deviné, je l'avais rêvé. Je suis le seul à posséder la sagesse de l'infini. À présent une mortelle l'aperçut également. Je vois enfin la vérité. Je ne suis plus le porte-parole et le serviteur des dieux, mais le dieu des dieux lui-même. Achirom est Dieu, le dieu de la Pélishti, de la terre. Le faux démon Ptéor devra être jeté à bas de son piédestal, et ses statues fondues à jamais. Abaissant son regard vers Rufia, il lui ordonna. « Relève-toi, femme, et contemple ton Dieu !» Elle obéit, frémissant sous son terrible regard. Les yeux d'Achirom se voilèrent comme s'il la voyait avec netteté pour la première fois. « Ton péché est pardonné, » déclara-t-il d'une voix solennelle. « Comme tu as été la première à reconnaître ton Dieu, tu seras désormais ma servante et m'honoreras avec magnificence et splendeur. » Elle se prosterna, embrassant le tapis à ses pieds. Il frappa dans ses mains. Un eunuque entra et s'inclina devant lui. « Rends-toi aussitôt à la demeure d'Abdashtart, le grand prêtre de Ptéor, » dit-il, regardant en dessus de la tête du serviteur. « Dis-lui, ceci est la parole d'Achirom, qui est le seul vrai dieu des Pélishtim, et sera bientôt le dieu de tous les peuples de la terre. Que demain soit le commencement de toutes choses. Les idoles de Ptéor, le faux dieu, seront détruites, et les statues du vrai Dieu érigées à leur place. La religion véritable sera proclamée. En son honneur, 100 enfants parmi les plus illustres des Pélishtim seront sacrifiés. » Devant le temple de Ptéor se tenait Matenbal, le premier acolyte du grand prêtre. Celui-ci, le vénérable Abdashtart, les mains liées, était solidement maintenu par 2 robustes soldats anakim. Sa longue barbe blanche remuait comme il récitait une prière. Derrière lui, d'autres soldats attisaient le feu à la base de la gigantesque idole de Ptéor, à tête de taureau, dont les attributs masculins
était exagérée d'une façon obscène. À l'arrière-plan, se dressait la grande ziggourate à 7 étages d'Asgaloun, d'où les prêtres lisaient la volonté des dieux dans les étoiles. Lorsque les flancs d'airain de l'idole rougirent en raison de la fournaise à l'intérieur, Maintenbal s'avança et leva un rouleau de papyrus. Il lut. « Parce que votre excellent roi, Achirom, appartient à la lignée de Yakinka, lequel descendait des dieux, lorsque ceux-ci habitaient cette terre, apprenez qu'en ce jour un dieu est parmi vous. À présent je vous ordonne, loyaux Pélishtim, de vous prosterner, de reconnaître et d'adorer le plus grand de tous les dieux, le Dieu des dieux, le créateur de l'univers, l'incarnation de la sagesse divine, le roi des dieux, qui est Achirom, le fils d'Azumelech, roi de Pélishti. Et attendu qu'Abdashtart, prêtre pervers et habité par le mal, dans la dureté de son cœur, a rejeté cette révélation et a refusé de s'incliner devant son vrai Dieu, il sera jeté dans le feu de l'idole du faux dieu Ptéor. Un soldat ouvrit rapidement une porte d'airain dans le ventre de la statue. Abdashtart s'écria. « Il ment! Ce roi n'est pas un dieu, mais un mortel et un démon! Tuez ceux qui blasphèment le vrai dieu des Pélishtim, le grand Ptéor, avant que le Tout-Puissant ne tourne le dos à son peuple !» À ce moment, 4 Anakim se saisirent d'Abdashtart, comme s'il avait été une bûche, et le lancèrent, les pieds en premier, par l'ouverture. Son hurlement fut brutalement interrompu par la porte qui se refermait en claquant. En temps de crise, ces mêmes soldats avaient jeté dans le brasier ardent des centaines d'enfants, sous la conduite du même Abdashtart. De la fumée s'échappa par les orifices pratiqués dans les oreilles de la statue. Une expression de satisfaction apparut sur le visage de Maintenbal. Un grand frisson parcourut la foule. Puis un hurlement frénétique brisa le silence. Une silhouette hirsute se précipita en avant. C'était un berger à demi nu. Tout en criant « Blasphémateur !» il lança une pierre. Le projectile atteignit le nouveau grand prêtre à la bouche, lui cassant toutes les dents. Maintenbal chancela, du sang ruisselant sur sa barbe. Avec un rugissement, la foule s'élança vers lui. Les impôts écrasants, la faim, la tyrannie, les rapines et les massacres, les Pélishtim avaient enduré tout cela de leur roi fou. Mais ces menées exercées à l'encontre de leur religion étaient plus qu'ils n'en pouvaient supporter. Les commerçants posés devinrent des bêtes enragées. Les mendiants serviles se changèrent en des démons aux yeux brûlants. Des pierres s'abattirent en une grêle meurtrière, et le grondement de la populace s'enfla. Des mains se tendaient vers Maintenbal, stupéfait, pour l'attraper par ses vêtements, lorsque les Anakim, en cuirasse, se mirent tout autour de lui, repoussant et frappant la foule avec leurs arcs et leurs hampes de lance. Puis ils emmenèrent le prêtre en toute hâte. Dans un cliquetis d'armes et de chaînes de brides, une compagnie de cavaliers cushites, resplendissant avec leurs coiffes de plumes d'autruche, leurs crinières de lion et leurs corselets aux écailles d'argent, surgit au galop de l'une des rues conduisant à la grande place de Ptéor. Leurs dents blanches étincelaient dans leurs visages sombres. Les pierres lancées par la foule rebondissaient sur leurs boucliers en peau de rhinocéros. Ils chargèrent la populace déchaînée, frappant avec leurs lames incurvées, pointant leurs longues lances et transperçant les corps des Asgalounim. Des hommes tombèrent en hurlant et furent piétinés par les chevaux. Les émeutiers cédèrent, se dispersant et fuyant en une course éperdue vers les boutiques et les ruelles, désertant la place jonchée de corps agités de convulsions. Les cavaliers noirs sautèrent à barre de leurs montures et commencèrent à enfoncer les portes des échoppes et des habitations, chargeant leurs bras de butin. Des cris de femmes retentissaient à l'intérieur des maisons. Une fenêtre treillissée vola en éclats. Un corps vêtu de blanc tomba et heurta les pavés de la rue, dans un bruit d'os brisés. Un autre cavalier, en riant, transperça de sa lance le corps gisant à terre. Le gigantesque Inbalayo, revêtu de soie flamboyante et d'acier poli, rejoignit ses hommes, rugissant et les frappant de sa lourde canne plombée, pour qu'ils reforment leurs rangs. Ils remontèrent en selle et se disposèrent en ligne derrière lui.
au petit galop, ils partirent vers le bas de la rue. Des têtes humaines, ensanglantées, se balançaient au bout de leurs lances, comme une leçon pour les Asgalonimes, blottis dans leurs abris, fous de rage et haletants de haine. L'eunuque, hors d'haleine, qui apporta au roi Achirom la nouvelle de l'émeute, fut bientôt remplacé par un autre. Celui-ci se prosterna et s'écria « Ô divin roi, le général Hotball est mort. Ses serviteurs l'ont trouvé dans son palais assassiné. Près de lui, il avait la bague de Keluka, le spadassin. C'est pourquoi les Anakim crient avec colère qu'il a été tué sur l'ordre du général Inbalayo. Il parcourt le quartier des Kushites, cherchant Keluka, et se jette sur tous ceux qu'il rencontre. » Rufia, qui écoutait derrière un rideau, retint un cri. Le regard lointain d'Achirom n'en fut pas modifié pour autant. Se drapant dans sa grandeur immortelle, il répliqua « Que les Hyrcaniens les séparent. Comment ? Des querelles vulgaires viendraient contrarier la destinée d'un dieu ? Hotball est mort, mais Achirom vit pour toujours. Un autre homme conduira mes Anakim. Que les Kushites matent cette populace, jusqu'à ce qu'ils comprennent le péché de leur athéisme. Mon destin est de me révéler au monde dans le feu et le sang, jusqu'à ce que toutes les tribus de la terre s'inclinent devant moi et me reconnaissent. Tu peux te retirer. » La nuit tombait sur la cité en ébullition, lorsque Conan, sa blessure à la tête cicatrisée, s'avança dans les rues avoisinant le quartier Kushite. Dans cette partie de la ville, où l'on voyait surtout des soldats, des lumières brillaient et des échoppes étaient ouvertes, selon un accord tacite. Toute la journée, la révolte avait grondé dans les rues. La foule en colère ressemblait à un serpent aux 1000 têtes. Était-elle écrasée ici ? Elle réapparaissait là-bas. Les sabots des chevaux des Kushites avaient retenti d'un bout à l'autre de la ville, traversant des flots de sang. À présent, seuls des hommes en armes parcouraient les rues. Les grandes portes en bois bardées de fer des différents quartiers étaient verrouillées, comme en temps de guerre civile. Franchissant la voûte de la grande porte de Simura, des détachements de cavaliers noirs passaient au petit galop. La lueur des torches teintait de rouge leurs cimetères nus. Leurs manteaux de soie flottaient au vent, et leurs bras noirs brillaient comme de l'ébène poli. Conan entra dans une gargote, où des soldats, attablés, se gorgeaient de nourriture et buvaient à grands traits le vin interdit par décret royal. Au lieu de prendre le premier siège non occupé, il resta là, tendant le cou, balayant la salle du regard. Ses yeux se dirigèrent finalement vers un recoin, à l'autre bout de la pièce, où un homme, simplement vêtu, sa kafia soigneusement abaissée sur son visage, était assis, jambes croisées, à même le sol, dans une alcôve parcimonieusement éclairée. Une table basse chargée de mets divers était placée devant l'homme. Conan s'avança à grands pas, contournant les autres tables. Du pied, il poussa un coussin vers l'alcôve en face de l'homme assis, où il prit place. « Salut, Farouz !» gronda-t-il. « Ou bien dois-je dire général Mazdak ?» L'Hyrcanien sursauta. « Comment ?» Conan eut un rictus de loup. « J'ai compris qui tu étais en réalité, lorsque nous sommes entrés dans la maison d'Hotball. Personne, sinon le maître des lieux, ne pouvait connaître aussi bien leurs secrets, et cette demeure avait appartenu autrefois à Mazdak l'Hyrcanien. Pas si fort, ami. Comment as-tu fait pour me reconnaître, alors que je passe inaperçu de mes propres hommes avec cette coiffe Zuagir? Je me suis servi de mes yeux. Bon. Après cette première aventure, qui s'est si bien terminée pour nous, que faisons-nous maintenant? Je l'ignore. Je devrais être à même d'employer un homme ayant ta force et ton audace. Mais tu sais comment il en va avec les frères chiens. Oui, grogna Conan. Je comptais me faire engager comme mercenaire. Hélas, vos 3 armées rivales se haïssent tellement, et luttent si férocement pour s'emparer du pouvoir, qu'aucune n'a voulu de moi. Chacune a cru que j'espionnais pour le compte de l'une des 2 autres. Il observa un temps d'arrêt pour commander une pièce de bœuf. Tu es sans cesse en mouvement, hein? Fit observer Mazdak. Alors, tu vas retourner en Akari? Conan cracha. Non. C'est vraiment trop petit, même pour ces minuscules états chémites en forme de chiure de mouche.
et sans grande richesse. En outre, son peuple est incroyablement susceptible pour tout ce qui touche à son orgueil racial et national, comme vous l'êtes tous, ici. Aussi, je ne puis espérer m'élever très haut. Peut-être réussirai-je mieux sous les ordres de l'un de ces souverains iboriens au nord, si je parviens à en trouver un, qui choisisse ses soldats uniquement en fonction de leurs aptitudes à se battre. Dis-moi, Mazdak, pourquoi ne pas t'emparer des rênes du pouvoir pour toi-même? À présent qu'Otbal est mort, il te suffirait de trouver un vague prétexte pour plonger ta lame dans les tribunes Balayo et... Tarim! Je suis aussi ambitieux que le premier venu, mais pas téméraire à ce point. Sache qu'Himbalayo, jouissant de l'entière confiance de notre monarque fou, demeure au grand palais, entouré de ses spadassins noirs. Certes, quelqu'un pourrait profiter de l'une de ses apparitions publiques pour se jeter sur lui et le poignarder, si cela ne fait rien à ce quelqu'un d'être mis en pièces un instant plus tard. Dans ce cas, à quoi cela servirait-il? Nous devrions être capables d'imaginer un moyen, réfléchit Conan, ses yeux s'étrécissant. Nous? Ah! Je suppose que tu espères une récompense pour ta participation. Bien sûr. Me prendrais-tu pour un imbécile, par hasard? Tu n'es pas plus stupide qu'un autre. Pour le moment, cette entreprise ne me semble guère réalisable, mais je garde tes paroles à l'esprit. Et ne crains rien. Tu seras amplement récompensé. Porte-toi bien, ami. Je dois retourner aux tâches de ma charge. La pièce de bœuf de Conan arriva, comme Mazdak s'en allait. Conan planta ses dents dans la viande avec un plaisir encore plus grand qu'à l'ordinaire. L'accomplissement de sa vengeance avait libéré son esprit. Tandis qu'il dévorait une quantité de nourriture qui aurait satisfait l'appétit d'un lion, il prêta l'oreille aux conversations autour de lui. « Où sont les Anakim ?» demandait un Hyrcanien, tout en fourrant dans sa bouche des gâteaux aux amandes. « Ils boutent dans leur quartier, » répondit un autre. « Ils affirment que les Kushites ont assassiné Otbal et que la bague de Keluka en est la preuve. Celui-ci a disparu. Himbalayo jure qu'il ignore tout de cette affaire. Pourtant, il y a la bague. Une douzaine d'hommes avaient déjà été tués dans des échauffourées lorsque le roi nous a donné l'ordre de les séparer. Par Azura, quelle journée! La folie d'Akirom en est la cause, déclara un troisième soldat, en baissant la voix. Combien de temps s'écoulera-t-il avant que ce fou furieux nous mène tous à notre perte, à la suite de l'une de ces bouffonneries? Prends garde, lui conseilla son compagnon. Nos épées lui appartiennent aussi longtemps que Mazdak leur donne. Néanmoins, si une révolte éclate à nouveau, les Anakim préféreront sans doute se battre contre les Kushites plutôt qu'avec eux. On dit qu'Akirom a installé dans son harem la concubine d'Otbal, Rufia, ce qui augmente la colère des Anakim, car ils soupçonnent qu'Otbal a été assassiné sur l'ordre du roi, ou du moins avec son consentement. Pourtant, leur colère n'est rien à côté de celle de Zeriti, que le roi a écartée. La fureur de la magicienne, dit-on, fait ressembler les tempêtes de sable du désert à une douce brise printanière. Les yeux bleus et froids de Conan flamboyèrent, comme il digérait ces nouvelles. Le souvenir de la fille aux cheveux roux s'était gravé dans son esprit au cours de ces derniers jours. L'idée de l'enlever sous le nez même du roi fou et de la garder loin des regards de son ancien maître, Mazdak, donnait du piment à sa vie. Et s'il était contraint de quitter Asgaloun, elle serait d'une compagnie fort agréable durant le long voyage jusqu'à Kos. À Asgaloun, une seule personne était à même de favoriser son entreprise, Zeriti la Stygienne. S'il avait vu juste, elle ne serait que trop heureuse de l'aider. Il quitta la taverne et se dirigea vers le mur entourant la cité intérieure. Il savait que la maison de Zeriti se trouvait dans cette partie d'Asgaloun. Pour y accéder, il devait franchir la grande muraille. La seule façon qu'il connaissait de le faire sans être découvert était d'emprunter le tunnel que Mazdak lui avait montré. En conséquence, il se rendit au canal et s'approcha du bosquet de palmiers près de la berge. Tâtonnant dans l'obscurité parmi les ruines de marbre, il trouva et souleva la dalle. Une nouvelle fois, il s'avança à travers les ténèbres, suivit le souterrain aux dalles humides, trébucha contre l'autre escalier et le gravit. Il trouva le loquet et sortit dans le couloir, à présent obscur. La maison était silencieuse. Pourtant, le reflet de lumière provenant d'autres pièces prouvait qu'elle était toujours habitée, sans doute par les serviteurs et les domestiques du général assassiné.
Ne sachant pas dans quelle direction se trouvait la porte lui permettant de sortir de cette maison, il prit un couloir au hasard et franchit une arcade fermée par un rideau, pour se retrouver face à 6 esclaves noirs, qui se dressèrent d'un bond, les yeux brillants. Avant qu'il puisse battre en retraite, il entendit dans son dos un cri et le bruit de pas précipités. Maudissant sa malchance, il s'élança vers les noirs. Un tourbillon d'acier et il les avait dépassés, laissant derrière lui une forme se tordant sur le sol. Il s'engouffra rapidement par une porte à l'autre extrémité de la pièce. Des lames courbes cherchèrent son dos comme il la claquait violemment après lui. L'acier tinta sur le bois, et des pointes étincelantes transpercèrent le panneau. Il poussa le verrou et pivota sur ses talons, regardant autour de lui, et cherchant une issue. Son regard rencontra une fenêtre aux barreaux d'or. Prenant son élan, il courut et bondit vers la fenêtre. Les barreaux peu solides cédèrent sous son poids, se détachant et emmenant avec eux la moitié de la maçonnerie. Il franchit l'ouverture à la vitesse d'un éclair, comme la porte enfoncée s'ouvrait violemment vers l'intérieur. Des silhouettes se répandirent dans la pièce en hurlant. Dans le grand palais de l'Est, où esclaves graciles et eunuques se déplaçaient sans bruit, pieds nus, aucun écho ne se répercutait pour témoigner de l'enfer qui se déchaînait à l'extérieur des murs. Dans une chambre spacieuse, dont le dôme était en ivoire incrusté d'or, le roi Achirom, vêtu d'une robe de soie blanche le faisant paraître encore plus spectral, était assis, les jambes croisées, sur un divan d'ivoire orné de gemmes, et regardait fixement Ruffia, agenouillée devant lui. Ruffia portait une robe de soie écarlate et une ceinture en satin cousue de perles. Pourtant, au milieu de toute cette splendeur, les yeux de l'Ophirienne étaient voilés. Elle avait été l'instigatrice de la dernière folie d'Achirom, mais elle ne l'avait pas soumis. À présent, il semblait retiré en lui-même, et l'expression de ses yeux, très froids, la fit frémir. Soudain, il prit la parole. Il ne sied pas à un dieu de faire l'amour avec des mortels. Ruffia sursauta, ouvrit la bouche, puis eut peur de répondre. L'amour est une faiblesse humaine, poursuivit-il. Je désire m'en défaire. Les dieux sont au-delà de l'amour. Une grande faiblesse m'accable lorsque je suis dans tes bras. Que veux-tu dire, Seigneur? Osa-t-elle demander. Même les dieux doivent se sacrifier. C'est pourquoi je renonce à toi, de peur que ma divinité ne s'affaiblisse. Il frappa dans ses mains, et un eunuque entra, se déplaçant à 4 pattes. Fais entrer le général Imbalayo, ordonna Achirom. L'eunuque toucha le sol de sa tête et sortit à reculons, toujours en rampant. Ces usages étaient en vigueur depuis peu à la cour. Non! Ruffia se redressa vivement. Tu ne peux pas me donner à cette brute! Elle tomba à genoux, saisissant la robe du roi, qu'il arracha aussitôt de ses mains. Femme! donna-t-il. Es-tu folle? Oserais-tu assaillir un dieu? Imbalayo entra, d'un air incertain. Guerrier venu de la contrée barbare de Darfar, il s'était élevé jusqu'à son rang actuel grâce à une lutte farouche et à des intrigues perfides. Pourtant, si rusé, assuré et intrépide que fut le noir, il ne pouvait jamais être certain, d'un instant à l'autre, des intentions de son souverain fou. Le roi désigna la femme prostrée à ses pieds. « Prends-la !» Imbalayo eut un rictus et saisit Ruffia. Celle-ci hurla et se débattit dans son étreinte. Elle tendit les bras vers Achirom, comme Imbalayo l'emportait hors de la pièce. Le roi ne lui répondit pas, restant assis, les mains jointes et le regard absent. Quelqu'un d'autre entendit les cris de Ruffia. Blottie dans une alcôve, une jeune fille au corps svelte et à la peau brune observa le Cushite, grimaçant, qui emmenait sa captive dans le couloir. À peine avait-il disparu qu'elle s'enfuyait dans l'autre direction. Imbalayo, le favori du roi, était le seul des généraux à demeurer au Grand Palais. Celui-ci était en fait un ensemble de bâtiments réunis en une seule et immense structure, abritant les 3000 serviteurs d'Achirom. Suivant des couloirs sinueux, traversant des cours pavées de mosaïques, il arriva enfin devant ses appartements, situés dans l'aile sud. Alors qu'il se dirigeait vers la porte en teck, recouverte d'arabesques en cuivre, une forme souple lui barra soudain la route. « Zériti !» Imbalayo recula avec crainte.
Les mains de la femme, au corps splendide et à la peau brune, se serraient et se desserraient, sous l'effet d'une passion non contrôlée. Une servante m'a appris la nouvelle. Ainsi Achirom a répudié cette catin aux cheveux roux, dit la Stygienne. Vends-la-moi. J'ai une dette envers elle, et je désire m'en acquitter. Pourquoi le ferais-je? Rétorqua le Cushite, avec un geste d'impatience. Le roi me l'a donnée. Écarte-toi. Je ne voudrais pas te faire de mal. As-tu entendu ce que les Anakim crient dans les rues? En quoi cela me regarde-t-il? Ils hurlent et réclament la tête d'Imbalayo, à cause du meurtre d'Otbal. Et si je leur disais que leurs soupçons sont fondés? Je n'ai rien à voir avec ça! S'écria-t-il. Je puis trouver des hommes qui jureront avoir vu aider Keluka à l'assassiner. Je te tuerai pour cela, sorcière! Elle éclata de rire. Tu n'oserais pas. À présent, acceptes-tu de me la vendre? Vends-moi cette gueuse aux cheveux roux. Ou préfères-tu affronter les Anakim? Imbalayo laissa Rufia glisser à terre. Prends-la et déguerpis, gronda-t-il. Voici ton salaire, riposta-t-elle, en lui lançant au visage une poignée de pièces. Les yeux d'Imbalayo flamboyèrent. Ses mains s'ouvrirent et se refermèrent, en une envie de meurtre réfréné. L'ignorant, Zériti se pencha vers Rufia blottie à terre. Encore sous le choc, celle-ci réalisait avec désespoir que les ruses employées par elle pour gouverner le cœur des hommes n'auraient aucun effet sur ce nouveau maître. Les doigts de Zériti saisirent les mèches rousses de l'Ophiérienne. Elle rejeta brutalement la tête en arrière pour darder un regard farouche vers l'esclave prostré. Puis elle frappa dans ses mains, et 4 eunuques firent leur apparition. « Emmenez-la dans mes appartements !» ordonna Zériti, et ils emportèrent l'infortunée Rufia. Zériti les suivit, soufflant doucement entre ses dents. Lorsque Conan s'était élancé par l'embrasure de la fenêtre, il n'avait aucune idée de ce qu'il trouverait au dehors au sein des ténèbres. Des arbustes freinèrent sa chute brutale. Se redressant vivement, il vit que ses poursuivants accouraient vers les fenêtres qu'il venait de fracasser. Il se trouvait dans un jardin, un vaste endroit empli d'ombre, aux fleurs et aux arbres fantomatiques. Il atteignit sans encombre le mur, tandis que les autres avançaient à tâtons parmi les arbres. Il bondit, saisit d'une main le faîte du mur, se hissa, opéra un rétablissement et sauta de l'autre côté. Il s'arrêta pour s'orienter. Il n'était jamais venu dans la cité intérieure, mais il avait entendu des gens la décrire, suffisamment pour en faire un plan qu'il avait soigneusement gardé en mémoire. Il se trouvait dans le quartier des personnages officiels. Devant lui, au-dessus des toits en terrasse, se dressait un bâtiment. Ce devait être le palais de l'Ouest, une grande maison de plaisir donnant sur le célèbre jardin d'Abibal. S'étant ainsi repéré, il s'avança rapidement dans la rue où il avait sauté depuis le faîte du mur et arriva, quelques instants plus tard, dans la large avenue traversant la cité intérieure du nord au sud. Malgré l'heure tardive, il y avait beaucoup de mouvement dans les rues. Des Hyrcaniens en armes passèrent près de lui, marchant au pas. Sur la grande place, séparant les 2 palais, Conan entendit le tintement des rênes et les hennissements des chevaux rétifs, aperçut un escadron de cavaliers cushites attendant à la lueur des torches. Il y avait une raison à leur vigilance. Au loin, on entendait le battement morose de tam-tam, provenant des différents quartiers d'Asgaloun. Le vent apportait des brides de chants sauvages, et l'écho assourdi de hurlements vibrants de haine. En raison de son allure et de son équipement militaire, Conan passa sans être remarqué parmi les silhouettes revêtues de cuirasses. Lorsqu'il tira sur la manche d'un Hyrcanien pour demander où se trouvait la maison de Zériti, l'homme lui indiqua avec empressement le chemin à suivre. Conan, comme tout à chacun à Asgaloun, savait que, bien que la Stygienne regardât Achirom comme sa propriété personnelle, elle ne se considérait par contre nullement comme la possession exclusive de celui-ci. Il y avait des capitaines mercenaires aussi familiers de ses appartements que l'était le roi de Pélishti. La maison de Zériti était contiguë à l'une des cours du palais de l'Est, laquelle donnait sur ses jardins. Ainsi, Zériti, du temps de sa faveur, pouvait-elle se rendre de sa maison au palais sans contrevenir aux ordres du roi concernant la réclusion des femmes. Fille d'un chef à l'orgueil indompté, elle avait été la maîtresse d'Achirom,
pas son esclave. Conan ne pensait pas que se faire admettre chez elle représenterait une grande difficulté. Zériti tirait les ficelles cachées de l'intrigue de la politique. Des hommes de toutes les races et de toutes les conditions étaient introduits dans sa salle d'audience, où des danseuses et les fumées du lotus noir offraient des divertissements variés. Cette nuit-là, il n'y avait ni danseuse ni invité. Un zuagir à l'air mauvais ouvrit la porte voûtée, éclairée par une torchère, et fit entrer Conan sans poser de questions. Il guida le Cimmérien à travers une petite cour, en haut d'un escalier extérieur, le long d'un couloir, avant de pénétrer dans une pièce spacieuse, bordée d'arcades richement décorées et fermée par des rideaux de velours incarnat. La pièce, à l'éclairage tamisé, était déserte. Pourtant, d'une autre partie de la maison, retentit un cri de douleur, poussé par une femme. Lui succéda un éclat de rire argentin, incroyablement vindicatif et méchant. Conan redressa la tête, pour découvrir d'où venaient les bruits. Puis il entreprit d'examiner les tentures garnissant les arcades, pour voir lesquelles dissimulaient des portes. Ayant terminé sa tâche, Zériti se redressa et laissa tomber le lourd fouet. La forme nue, attachée sur le divan, était couverte de zébrures rouges, du cou jusqu'aux chevilles. Pourtant, ceci n'était qu'un prélude à un sort encore plus horrible. La magicienne sortit d'un cabinet un morceau de charbon de bois, et s'en servit pour tracer sur le sol un dessin complexe, ajoutant des mots en une langue inconnue. Il s'agissait des mystérieux hiéroglyphes du peuple serpent, qui régna sur la Stygie avant le cataclysme. Elle plaça une petite lampe en or dans chacun des 5 angles du pentacle, et lança sur leur flamme une pincée du pollen du lotus pourpre poussant dans les marais de la Stygie du Sud. Une odeur étrange, douceâtre jusqu'à l'écœurement, se répandit dans la pièce. Elle entonna alors une incantation, en une langue qui était déjà archaïque, avant même que se dressent les tours pourpres de la sinistre Python, dans l'empire oublié d'Achéron, plus de 3000 ans auparavant. Lentement, quelque chose de sombre prit forme. Pour Rufia, à demi morte de douleur et d'effroi, cela ressemblait à une colonne de fumée. Tout en haut de la masse amorphe apparut une paire de poings brillants, qui pouvaient être des yeux. Rufia sentit un grand froid l'envahir, comme si la chose, par sa simple présence, lui prenait toute la chaleur de son corps. Le nuage donnait l'impression d'être noir, mais sans grande densité. Rufia voyait le mur derrière lui, à travers la masse informe. Celle-ci, peu à peu, s'épaississait. Zériti se pencha et souffla les lampes. 1, 2, 3, 4. La pièce, seulement éclairée par la dernière lampe, était à présent plongée dans la pénombre. La colonne de fumée était presque indistincte, à l'exception des yeux étincelants. Un bruit fit se retourner Zériti. Un rugissement lointain, assourdi, affaibli par la distance, bien que son volume fût énorme. C'était le hurlement bestial poussé par un grand nombre d'hommes. Zériti reprit son incantation. Une nouvelle interruption se produisit. Des paroles t'ont emporté, et la voix du Zuagir, un cri, l'impact sourd d'un coup violemment asséné, et la chute d'un corps. Imbalayo surgit dans la pièce, silhouette à l'air hagard. Ses prunelles et ses dents luisaient à la lumière de l'unique lampe. Du sang dégouttait de son cimeterre. « Chien !» s'exclama la Stygienne, se redressant vivement, tel un serpent lové sur lui-même. « Que viens-tu chercher ici ?»« La femme que tu m'as enlevée !» rugit Mbalayo. « La ville s'est soulevée. Dans les rues, c'est l'enfer. Donne-moi cette femme avant que je te tue !» Zériti lança un regard vers sa rivale, et tira de sa ceinture une dague ornée de gemmes, en criant « Hotep ! Khafra ! À l'aide !» En grondant, le général noir s'élança. La vitesse souple de la Stygienne ne lui servit à rien. La large lame plongea dans son corps, le transperça, et ressortit d'un bon pied entre ses omoplates. Avec un cri étranglé, elle chancela. Le Kushite dégagea son cimeterre d'une torsion brutale comme elle tombait. À cet instant, Conan apparut dans l'embrasure de la porte, épée à la main. Prenant de toute évidence le Cimmérien pour l'un des serviteurs de la magicienne, le Kushite traversa la pièce d'un bond. Son sabre siffla en un terrible arc de cercle.
Conan se rejeta en arrière. La lame manqua sa gorge d'une épaisseur de doigt, et fit une entaille dans le montant de la porte. Tout en sautant, Conan riposta et porta un coup de revers. Il semblait incroyable que le géant noir puisse recouvrer son équilibre, emporté par son élan, à temps pour parer. Néanmoins, Imbalayo réussit à tordre de côté son corps, son bras et sa lame, tout à la fois, arrêtant un coup dont le seul impact aurait eu raison d'un homme moins robuste. Ils se déplaçaient d'avant en arrière, leurs épées s'entrechoquaient violemment. Soudain, un éclair de reconnaissance jaillit dans les yeux d'Imbalayo, déformant ses traits. Il recula en criant « Amra !» Conan comprit qu'il devait tuer cet homme. Il ne se souvenait pas de l'avoir vu auparavant. Pourtant, le Kushite avait reconnu en lui le chef d'un équipage de corsaires noirs. Celui-ci, sous le nom d'Amra le lion, avait pillé et dévasté les côtes de Couche, de Stygie et de Shem. Si Imbalayo révélait aux Pélishtim l'identité de Conan, les Shémites, pour se venger, le mettraient en pièces, de leurs mains nues au besoin. Même si les Shémites se battaient cruellement entre eux, ils s'uniraient pour détruire le barbare aux mains rouges qui avait infesté leur littoral. Conan porta une botte, contraignant Imbalayo à faire un pas en arrière, feinta et frappa, visant la tête du Kushite. La violence du coup rabattit le cimeterre du noir et la lame heurta violemment le casque de bronze. L'épée de Conan, dont les entailles profondes indiquaient l'usage fréquent, se brisa net. Durant l'espace de 2 battements de cœur, les 2 guerriers barbares se firent face. Les yeux injectés de sang d'Imbalayo cherchèrent un point vulnérable dans la cuirasse de Conan. Ses muscles se bandèrent pour un dernier assaut à l'issue fatale. Conan lança la poignée de son épée à la tête d'Imbalayo. Comme le Kushite se baissait pour éviter le projectile, Conan enroula sa cape autour de son avant-bras gauche et dégaina son poignard de la main droite. Il ne se faisait aucune illusion. Dans un tel combat, de style Zingaran, il n'avait aucune chance contre Imbalayo. Le Kushite s'approchait, lentement, sur la pointe des pieds, d'allure féline. Ce n'était pas une montagne de muscles se déplaçant lourdement, comme Keluka, mais une superbe machine de guerre, à la coordination parfaite, vive comme l'éclair, presque aussi rapide que Conan lui-même. Le cimeterre monta dans l'air. Une masse informe, quelque chose d'ombreux, jusqu'ici blotti dans la pénombre et passé inaperçu, se jeta en avant et s'accrocha au dos d'Imbalayo. Le Kushite poussa un hurlement comme un homme brûlé vif. Il se débattit, donna des coups de pied, rua, s'agita en tous sens, essaya de se dégager en frappant avec son cimeterre. Rien n'y fit. Les yeux lumineux brillaient par-dessus son épaule. La substance fuligineuse et vaporeuse s'enroula autour de lui, l'enveloppant complètement et l'attirant lentement en arrière. Conan chancela à cette vue, et ses peurs de barbare, devant le surnaturel, remontèrent dans sa gorge, comme un bloc solide, le faisant suffoquer. Les cris d'Imbalayo cessèrent. Le corps du noir glissa lentement vers le sol dans un bruit mou et spongieux. La chose ténébreuse avait disparu. Conan s'avança prudemment. Le corps d'Imbalayo était atrocement pâle, curieusement affaissé, comme si le démon avait emporté tous les os et le sang, ne laissant qu'un sac de peau à la forme humaine, contenant encore quelques organes. Le cimérien frissonna. Un sanglot provenant du divan attira son attention. En 2 enjambées, il arriva près de Rufia et trancha ses liens. Elle se redressa, pleurant en silence. À cet instant, une voix lança. « Imbalayo! Par tous les démons, où es-tu? Il est temps de se mettre en selle et de partir. Je t'ai vu entrer. » Une forme revêtue d'une cuirasse et d'un aume fit irruption dans la pièce. Mazdak eut un mouvement de recul à la vue des corps et s'écria. « Maudit sauvage! Pourquoi fallait-il que tu tues Mbalayo à cette heure? La ville s'est soulevée. Les Anakim se battent contre les Kushites, qui ont déjà fort à faire. Je pars avec mes hommes pour aider les Kushites. Quant à toi, je te dois la vie, mais il y a une limite à tout. Quitte cette ville, et que je ne te revoie jamais plus. » Conan grimaça. « Ce n'est pas moi qui l'ai tué. L'un des démons de Zéritis est chargé de cette besogne, après qu'il a transpercé de sa lame la magicienne. Regarde donc son corps si tu ne me crois pas. » Comme Mazdak se penchait pour examiner de plus près le cadavre, Conan ajouta. « Eh bien, pas de mots gentils pour ta vieille amie, Rufia ?»
Celle-ci s'était abritée derrière le cimérien. Mazdak tira sur sa moustache. « Parfait. Je vais la reconduire chez moi. Nous avons... » Le grondement lointain de la foule grandit. « Non, » fit Mazdak, soudain embarrassé. « Je dois écraser cette révolte au plus vite. Pourtant, je ne puis la laisser errer dans les rues complètement nue. » Conan rétorqua. « Pourquoi ne pas forcer ton destin en t'alliant avec les Anakim ? Ils seront aussi ravis d'être débarrassés de ce roi fou que le seront les Asgalonim. Imbalayo et Otbal sont morts. Tu es le seul général encore en vie dans cette ville. Deviens le chef de la révolte. Dépose ce démon d'Akirom et mets à sa place quelques cousins ou neveux débiles. Ainsi tu seras le véritable maître de la Pélishti. » Mazdak l'écoutait, comme un homme en transe. Il éclata soudain d'un rire tonitruant. « Accepté !» cria-t-il. « À cheval! Escorte Rufia jusqu'à ma maison, et jette-toi ensuite dans la bataille aux côtés des Hyrcaniens. Demain, je régnerai sur la Pélishti. Tu pourras me demander tout ce que tu voudras. Porte-toi bien en attendant !» L'Hyrcanien sortit dans un grand mouvement de cap. Conan se tourna vers Rufia. « Trouve-toi des vêtements, jeune fille. »« Qui es-tu » ?»« J'ai entendu Imbalayo t'appeler Amra. »« Ne prononce pas ce nom Hachem !»« Je suis Conan, le cimérien. »« Conan ?»« J'ai entendu parler de toi, lorsque j'étais intime avec le roi. Ne me conduis pas à la maison des Mazdak. »« Pourquoi pas ? Il sera le véritable chef de la Pélishti. »« Je ne connais que trop ce serpent au sang froid. Emmène-moi plutôt avec toi. Prenons l'or qui se trouve dans cette demeure et fuyons la ville. Avec toute cette effervescence, personne ne nous arrêtera. » Conan eut un rictus. « Tu me tentes, Rufia. Néanmoins, en restant aux côtés de Mazdak en cet instant, cela me rapportera énormément. De plus, je lui ai dit que je prendrais soin de toi, et j'aime tenir mes promesses. Allons, mets des vêtements, ou je t'emmène comme tu es. »« Entendu, » répondit Rufia, d'un ton consentant, puis elle se figea sur place. Le corps gisant à terre de Zériti venait d'émettre un gargouillement. Tandis que ses cheveux se dressaient sur sa tête, le cimérien horrifié vit la magicienne remuer et s'asseoir lentement malgré une blessure que tout guerrier aurait jugée instantanément fatale. Elle se leva avec effort et se tint debout, oscillant tout en regardant Conan et Rufia. Un peu de sang coula de ses blessures au dos et à la poitrine. Lorsqu'elle parla, ce fut d'une voix suffocante. « Il faut plus qu'un coup d'épée pour tuer une fille de 7. » Elle se dirigea en titubant vers la porte. Sur le seuil, elle se retourna et haleta. « Les Ascalonim seront très intéressés d'apprendre qu'Amra et son amante se trouvent dans leur cité. » Conan restait immobile, indécis. Il savait que, pour son salut, il aurait dû se précipiter sur la sorcière et la mettre en pièces. Pourtant, son rudimentaire code chevaleresque de barbare l'empêchait de s'attaquer à une femme. « Pourquoi te soucier de nous ?» explosa-t-il. « Ton roi dément peut t'appartenir de nouveau. » Zériti secoua la tête. « Je sais ce que projette Mazdak. Et avant de quitter ce corps, pour de bon, je désire me venger de cette catin. » « Dans ce cas, » grogna Conan. Il ramassa le cimetière d'Imbalayo et s'avança vers la magicienne. Zériti fit un geste et prononça un mot. Une traînée de flammes apparut sur le sol entre Conan et le seuil de la pièce, s'étendant d'un mur à l'autre. Le cimérien recula, levant une main pour protéger son visage de la chaleur intense. Un instant plus tard, Zériti était parti. « Rattrape-la » cria Rufia. « Cette fournaise n'est qu'une de ses illusions. »« Pourquoi ? Si on ne peut pas la tuer, une tête ne peut parler et divulguer des secrets lorsqu'elle est séparée de son corps. » Avec un air farouche, Conan courut vers la sortie et traversa d'un bond les flammes ardentes. Il y eut un instant de chaleur, puis les flammes disparurent comme il les franchissait. « Attends-moi ici » aboya-t-il à l'adresse de Rufia, et il s'élança à la poursuite de Zériti. Lorsqu'il arriva dans la rue, la magicienne n'était plus en vue. Il courut vers la ruelle la plus proche et la scruta du regard, puis vers la ruelle dans la direction opposée. Zériti était toujours invisible. En quelques secondes, il était revenu dans la maison de la sorcière.
« Tu avais raison la première fois, grogna-t-il vers Ruffia. « Prenons ce que nous pourrons trouver, et filons !» Sur la grande place d'Adonis, la lueur vacillante des torches éclairait un tourbillon insensé de silhouettes, gesticulant et hurlant, de chevaux hennissant, de lames s'abattant et tailladant. Les hommes luttaient au corps à corps, Cushites et Shémites, haletants, maudissant et mourant. Semblables à des fous furieux, les Asgalonim saisissaient les guerriers noirs, les arrachaient de leurs selles, tranchaient les sangles de leurs chevaux terrifiés. Des pics rouillés tintaient contre des lances. Des incendies étaient allumés, ici et là. Les flammes s'élevaient haut dans le ciel, au point que, depuis les collines de Libnoun, les bergers les contemplaient, bouche bée et stupéfaits. Des faubourgs se déversaient un torrent de silhouettes convergeant vers la grande place. Des centaines de formes immobiles, en cuirasse ou en robe lacérée, gisaient à terre, piétinées par les chevaux. Au-dessus d'elles, les vivants criaient, coupaient et hachaient. La place se trouvait dans le quartier Cushite, où les Anakim avaient fait irruption et se livraient au pillage, tandis que le gros des forces noires affrontait la populace déchaînée en d'autres coins de la ville. À présent, après avoir rapidement battu en retraite vers leur propre quartier, les guerriers d'ébène étaient sur le point d'écraser l'infanterie anakienne, en raison de leur supériorité numérique. Mais la foule menaçait de submerger les deux armées à la fois. Sous le commandement de leur capitaine, Bombaata, les Cushites conservaient un semblant d'ordre, ce qui leur donnait un avantage sur les Anakim désorganisés et la foule sans chef. Leurs escadrons traversaient la place au galop dans un sens puis dans l'autre, chargeant pour garder un espace libre au sein des milliers d'hommes qui grouillaient, accourus des rues adjacentes. Ainsi, ils pouvaient continuer de se battre à cheval et contenir les émeutiers. Pendant ce temps, les Asgalonim, enragés, enfonçaient les portes des maisons des Noirs, les mettant à sac et emmenant des femmes qui hurlaient et se débattaient. À la lueur des bâtisses livrées aux flammes, la place ressemblait à un océan de feu aux flots furieux. Entendant les cris de leurs femmes et de leurs enfants, mis en pièces par les Shémites, les Noirs se battaient avec une férocité encore plus grande qu'à l'ordinaire. Puis le son des timbales hyrcaniennes retentit au-dessus du martèlement de nombreux sabots. « Les Hyrcaniens! Enfin !» s'exclama Bombaata. « Ils ont suffisamment tardé! Au nom de Derketa! Wimbalayo !» Un cheval surgit sur la place. Ses yeux brillaient de terreur. De l'écume volait de ses morts de bride. Le cavalier, oscillant sur sa selle, hurla. « Bombaata! Bombaata !» De ses mains couvertes de sang, il se cramponnait à la crinière de sa monture. « Ici, imbécile !» rugit le Cushite, en attrapant la bride de l'autre. « Imbalayo est mort !» glapit l'homme au-dessus du grondement des flammes et du tonnerre croissant des tambours. « Les Hyrcaniens se sont retournés contre nous. Ils ont massacré nos frères dans les palais. Ils arrivent !» Dans le fracas assourdissant des sabots et des timbales, les escadrons de cuirassiers envahirent la place au galop, renversant et piétinant amis et ennemis. Bombaata aperçut le visage émacié et exalté de Mazdak, sous l'arc étincelant de son cimeterre. Puis une épée s'abattit, et le Cushite avec elle. Sur les contreforts rocheux de Libnoun, les pâtres regardaient et frissonnaient. On entendait la clameur de la bataille à des milles en amont du fleuve, où des nobles, au visage blême, tremblaient dans leurs jardins. Cernés par les cuirassiers hyrcaniens, les Anakim, enragés, et les Asgalonim aux cris féroces, les Cushites moururent jusqu'au dernier, l'arme au poing. La foule fut la première à se souvenir d'Achirom. Ils se ruèrent à travers les portes non gardées de la cité intérieure et franchirent le grand portail de bronze du palais de l'Est. Des hordes en guenilles se répandirent en hurlant dans les couloirs, pénétrèrent par les portes dorées dans la grande salle dorée, arrachant et mettant en lambeaux le rideau de fil d'or pour découvrir un trône vide. Les tentures de soie furent saisies par des doigts sales et ensanglantés et mises en pièces. Des tables en sardoine furent renversées dans un vacarme de vaisselle d'or. Des eunuques, aux robes écarlates, s'enfuirent en couinant. De jeunes esclaves hurlèrent de terreur avant d'être empoignés et violés. Dans la grande salle d'émeraude, le roi Achirom se tenait aussi immobile qu'une statue sur une estrade recouverte de fourrure. Ses mains blanches tressaillaient nerveusement. À l'entrée de la salle était massée une poignée de ses fidèles serviteurs, repoussant la foule avec leurs épées. Un groupe d'Anakim se jeta dans la mêlée et brisa l'obstacle des esclaves noirs.
Comme le fer de lance orné par les soldats chémites au teint basané s'élançait en avant avec fracas, Achirom parut recouvrer ses esprits. Il se précipita vers une issue, au fond de la salle. Anakim et Pélishtim, confondus comme ils couraient, se lancèrent à la poursuite du roi, suivis d'un détachement d'Hyrcaniens commandé par un Mazdak couvert de sang. Achirom suivit rapidement un couloir, puis tourna sur le côté pour grimper à toute allure un escalier en colimaçon. Celui-ci montait en une spirale vertigineuse avant de donner sur le toit du palais. Pourtant, il ne s'arrêtait pas là. Continuant de s'élever jusqu'à la mince flèche dominant le toit, d'où le père d'Achirom, le roi Azumélec, avait observé les étoiles. Il gravissait toujours les marches, imité par ses poursuivants. Bientôt, l'escalier devint si étroit qu'un seul homme à la fois pouvait le monter de front. La poursuite se ralentit, comme tout le monde était essoufflé. Le roi Achirom atteignit la petite plateforme circulaire au sommet de la tour, ceinte d'un parapet. Il referma la trappe en pierre et la verrouilla. Puis, il se pencha par-dessus le parapet. Des hommes fourmillaient sur le toit. Tout en bas, depuis la cour principale du palais, d'autres levaient les yeux dans sa direction. « Mortel chargé de péché !» glapit Achirom. « Ainsi vous ne croyez pas que je suis un dieu. Je vais vous montrer. Je ne suis pas enchaîné à la surface de la terre comme vous l'êtes, misérable vermisseau. Je puis m'envoler dans le ciel comme un oiseau. Vous allez voir. Ensuite, vous vous prosternerez et m'adorerez comme vous le devez. Regardez !» Achirom monta sur le faîte du parapet, hésita un instant, puis plongea dans le vide, écartant ses bras et les agitant comme des ailes. Son corps décrivit une longue parabole en tombant, effleurant la corniche du toit, et s'abattit vers le sol, le vent sifflant dans ses vêtements. Il heurta les dalles de la cour tout en bas, avec le bruit d'un melon éclatant sous un marteau de forgeron. Pourtant, l'extermination des Kushites et la mort d'Achirom ne ramenèrent pas la paix sur Asgaloun. Des groupes d'hommes parcouraient la ville en émoi. En effet, selon une mystérieuse rumeur, Amra, le chef pirate des corsaires noirs, se trouvait en leurs murs, et l'Ophirienne Rufia était avec lui. Les rumeurs grandirent, amplifiées et déformées, se répandant comme une traînée de poudre. Bientôt, le bruit courut qu'Amra avait envoyé Rufia à Asgaloun afin qu'elle espionne pour le compte des pirates. Une flottille de corsaires attendait au large de la côte un message de son chef pour débarquer et marcher sur la ville. Tous les quartiers d'Asgaloun furent fouillés de fond en comble. Pourtant, nulle part on ne trouva trace d'Amra et de sa maîtresse. Au nord d'Asgaloun, traversant les pâturages occidentaux de Shem, s'étendait la longue route conduisant à Kos. Sur celle-ci, comme le soleil se levait, les chevaux de Conan et de Rufia avançaient au petit galop. Conan montait son propre coursier. L'Ophirienne, un cheval sans cavalier que le Cimérien avait capturé dans les rues d'Asgaloun la nuit dernière. Elle portait des vêtements trouvés dans les coffres de Zériti. Bien qu'un peu étroit, il mettait en valeur ses formes pleines. Rufia déclara: « Si tu étais resté à Asgaloun, Conan, tu aurais pu accéder à un grade élevé, grâce à Mazdak. Qui m'a supplié de ne pas le ramener chez lui? » « Je sais. C'était un maître cruel, au cœur insensible. Pourtant... De plus, j'aimais bien ce gaillard. Or, si j'étais resté là-bas, tôt ou tard l'un de nous aurait été obligé de tuer l'autre, à cause de toi. » Le Cimérien gloussa et tapota le sac d'or et de bijoux pris dans la maison de Zériti. Les pièces d'or et les parures tintèrent. « Bah! Je ferai mon chemin tout aussi bien dans le nord. À présent, tâche de faire avancer cette Haridelle un peu plus vite. Conan, j'ai toujours mal là où elle m'a battu. Si tu ne te dépêches pas, je veillerai à ce que tu souffres encore plus. Tu veux donc que les Hyrcaniens de Mazdak nous rattrapent, alors que nous n'avons pas encore pris notre petit déjeuner? »